Alors peut-être que la principale idée fausse, c'est de penser que l'Asie est une région beaucoup plus stable que celle qu'on connaît au Moyen-Orient. Par exemple, l'Europe est très focalisée sur les questions évidemment du Moyen et du Proche-Orient, des crises migratoires, on a l'impression l'Afrique, on a l'impression qu'on est vraiment au cœur des crises, alors que l'Asie, qui est pourtant la zone où on a une croissance économique qui reste leader dans le monde, où on a des gouvernements relativement stables, eh bien c'est tout de même une zone où se posent énormément de questions, y compris des questions de sécurité dure, comme on pourrait dire, et qui pèsent sur les choix, à la fois les choix qui seront faits dans l'année qui viennent, les évolutions possibles, et évidemment avec des conséquences qui vont bien au-delà de la région, puisque encore une fois, le fait même que l'Asie soit une zone de forte croissance économique, leader dans le monde, avec également l'implication des États-Unis, qu'il ne faut pas oublier, aurait des conséquences globales très importantes. Alors la première urgence en Asie, et celle qui pourrait, selon certains analystes même, se dénouer dans les mois qui viennent, c'est évidemment la question nord-coréenne. Tout va dépendre de la stratégie suivie par le dirigeant nord-coréen. Est-ce qu'il continue, comme il a l'air de vouloir le faire, sa stratégie de provocation, avec de nouveau plus d'essais de missiles intercontinentaux? Pourquoi pas un missile tiré à l'horizontale en direction des États-Unis, équipé d'une tête? Même si c'est un essai, ce serait extrêmement provocateur. On sait que les Américains ont des plans, des réflexions sur une frappe éventuelle, donc il y a énormément d'instabilité autour de la Corée du Nord. Les Chinois sont très inquiets, mais ont finalement peu de moyens d'agir, en tout cas peu de volonté d'agir, et c'est vraiment le principal point d'interrogation. Soit les choses s'apaisent des deux côtés, et on en restera sans doute là, c'est-à-dire que personne n'a envie d'une crise majeure dans la péninsule coréenne, soit les provocations continuent, les Américains réagissent, et là on peut vraiment avoir une crise extrêmement grave, un conflit même, non seulement en Corée du Nord, mais avec des répercussions à toute la péninsule, dans toute la péninsule coréenne, la Chine pourquoi pas, et puis des conséquences au moins économiques pour l'ensemble de la région. Donc c'est vraiment le principal point d'interrogation. Ça, plus évidemment l'attitude de Pékin, l'attitude des États-Unis, le Japon étant beaucoup plus en retrait. Le Japon développe ses capacités, veut mieux répondre aux menaces qui pèsent éventuellement sur lui dans la zone, mais on n'est pas à la veille d'une capacité d'intervention japonaise qui serait potentiellement déstabilisatrice. Donc vraiment le point d'interrogation pour les mois qui viennent, je pense que ça va être effectivement la Corée du Nord. Elle l'est, mais à plus long terme. Le président Xi Jinping vient de réaffirmer son pouvoir. Peut-être pas autant que ce qu'on dit. Il y a énormément de mécontentement qui s'expriment en Chine, y compris au sein de l'armée et au sein des hauts cadres du parti, qui s'inquiètent chacun de leur avenir avec cette fameuse campagne anti-corruption. Mais le pouvoir de Xi Jinping est pour le moment assuré. En revanche, il y a beaucoup d'interrogations. La croissance économique chinoise, est-ce qu'il va être capable de la poursuivre? Sinon, il y aura sans doute des interrogations sur sa capacité de maintenir un régime qui retourne vers des choix autoritaires. Et ça peut fonctionner auprès de la population si cette population voit en retour des bénéfices économiques importants. Si ces bénéfices économiques ne sont pas là, les mécontentements s'exprimeront sans doute beaucoup plus. Donc il y a sans parler évidemment d'autres défis comme la pollution, le vieillissement de la population, mais tout ça est à plus long terme. Je ne pense pas que d'ici un an, on ait véritablement des modifications majeures qui pourraient peser sur l'ensemble de la région du côté chinois, sauf encore une fois en relation avec cette fameuse crise coréenne. S'il y a un conflit aux portes de la Chine, évidemment, les conséquences peuvent être là aussi très importantes. Elles sont très ambiguës. Les Chinois ont commencé par être très très contents de cette élection de Donald Trump, persuadés qu'ils pourraient le manipuler beaucoup mieux que Hillary Clinton, faire un deal avec lui, et puis il ne connaît pas très bien l'Asie ni la Chine, donc les Chinois étaient assez confiants. Ils le sont beaucoup moins aujourd'hui parce qu'ils se sont aperçus que derrière son apparente incohérence ou ses
provocation, son caractère imprévisible qu'il revendique d'ailleurs. Trump a pris des positions assez dures par rapport à Pékin, que ce soit d'un point de vue commercial, où ses exigences sont beaucoup plus fortement affirmées en tout cas que celles de ses prédécesseurs, et que ce soit également d'un point de vue stratégique. Et on l'a vu lors de sa visite, sa dernière visite en Asie, qui a été exceptionnellement longue pour un président américain, la plus longue depuis les années 90, où il a constamment réaffirmé auprès de ses alliés, notamment le Japon, la solidité de l'alliance, le fait qu'ils étaient engagés sur les questions de sécurité aux côtés du Japon, aux côtés de la Corée du Sud. Ils ont mentionné la question de la mer de Chine. Alors évidemment, il y a eu tout cet épisode de grande flatterie réciproque lors du passage à Pékin, mais avec aussi un véritable élément de moquerie de la part de Trump, qui félicitait la Chine de savoir utiliser les faiblesses de ses adversaires pour servir ses propres intérêts. Donc les relations sont beaucoup plus complexes, et c'est d'ailleurs le terme qui est utilisé en Chine, où on voit à la fois la période d'opportunité qui existe encore pour la puissance chinoise, mais en même temps avec toujours cette inquiétude devant la complexité des relations internationales, comme on dit à Pékin, ce qui signifie notamment l'engagement des États-Unis réaffirmé en Asie, la montée en puissance du Japon éventuellement, et puis les tensions aux frontières. Alors, encore une fois, je suis obligée d'y revenir, la question coréenne va vraiment être celle qui va influencer et peser sur les évolutions de l'ensemble de la zone. Ce qu'il faudra suivre également, c'est le Japon est actuellement, Monsieur Abe, le Premier ministre, Abe a été réélu entre guillemets, enfin son parti a obtenu une forte majorité. Est-ce qu'il va accélérer l'adoption de nouvelles lois en matière de défense qui donneraient plus de moyens au Japon? Et est-ce que notamment il va pouvoir imposer cette révision de la Constitution? Alors il ne met plus de date limite, mais il en parle toujours, donc qui permettrait au Japon de reconstitutionnaliser les forces d'autodéfense qui pour le moment n'existent en théorie pas. Donc ça aussi, le rôle du Japon, ce sera un élément à jouer. Peut-être les Philippines également, de voir est-ce que les Philippines vont continuer sur leur trajectoire très très ambiguë, se rapprochant de Pékin, essayant de jouer sur plusieurs tableaux, ou est-ce qu'au contraire, ils vont à nouveau se rapprocher de leurs alliés d'Asie du Sud-Est, des États-Unis éventuellement face à la puissance chinoise. Mais j'y reviens encore une fois, je pense que la grosse question de l'année prochaine et des mois qui vont venir sera l'évolution de ce qui va se passer dans la péninsule coréenne.